Bonjour, j'ai le grand plaisir d'avoir comme invité aujourd'hui Sylvie Berman à l'occasion de ce livre de mémoire, Madame l'ambassadeur de Pékin à Moscou, une vie de diplomate, les 7 vies d'un chat comme les 7 villes où tu as résidé pour ta carrière. Et jeune étudiante, tu pars en Chine et on te prévient, pourquoi est-ce que tu vas perdre ton temps dans un pays sans importance? Non, effectivement, j'avais fait des études aux langues orientales, donc j'apprenais à l'époque le chinois et le japonais, et puis j'étais parallèlement à Sciences Po. Et comme la Chine avait été fermée pendant des années, c'était très difficile d'obtenir une bourse. Donc j'ai obtenu une bourse entre la deuxième et la troisième année de Sciences Po. J'ai demandé une suspension d'études, et c'était bien avant le système justement de césure où où on est même encouragé à aller à l'étranger. La direction m'a répondu non, non, finissez votre diplôme, vous n'allez pas aller perdre votre temps dans un pays sans avenir. C'était en 1976. Alors après, tu intègres le Quai d'Orsay, tu arrives à l'ambassade et tu dis tous les matins, tu entends le claquement des sabots des ânes à Pékin, la capitale, à côté de l'ambassade de France. Oui, parce que Pékin, c'était un grand village. En réalité, c'était pas véritablement une ville. Traditionnellement, de toute façon, c'était une ville horizontale, mais c'était encore la campagne. On vivait dans un ghetto diplomatique. Et effectivement, je me souviens de ce bruit matinal. Et puis, ce qui charriait, c'était l'engrais pour leurs petits lopins de terre pour ceux qui en avaient, parce que c'était encore l'époque des communes populaires. Alors après, tu vas revenir comme ambassadeur, effectivement, et là, tu dis même que tu as dû retravailler l'apprentissage de la langue, parce que la langue n'était plus la même entre l'éruption du vocabulaire économique, demandait une remise à niveau de ce que tu avais appris comme étudiante. Oui, parce que j'étais étudiante à la fin de la révolution culturelle, donc le chinois qu'on apprenait, c'était celui c'était un chinois un petit peu révolutionnaire, c'était les chants rouges, les chants maoïstes, évidemment, ça n'avait rien à voir avec la langue parlée 3 décennies plus tard. Et surtout, comme j'étais arrivée à la veille de la visite du président de la République, Nicolas Sarkozy à l'époque, pour une rencontre sur la réforme du système monétaire international. Donc j'ai dû effectivement me mettre à niveau. Mais en fait, ce sont des mots qui ont été construits par la suite par les Chinois sur la base de caractères connus, mais ils ont dû inventer un peu pour former ce nouveau vocabulaire. Est-ce que maintenant, ça te paraît inéluctable que la Chine dépasse économiquement les États-Unis? Est-ce que l'aspiration à devenir la première puissance mondiale reste de l'ordre du futur ou du conditionnel? Alors, ce qui est intéressant en Chine, c'est que très souvent, quand on visitait des villes, on nous montrait des maquettes qui paraissaient des maquettes futuristes. J'avais vu celle de Shanghai et on ne pensait pas que ça allait arriver. Et en fait, c'est arrivé, et beaucoup plus tôt qu'on ne le pensait. Donc, la Chine est bien partie pour être la première puissance économique mondiale, mais évidemment, ça ne plaît pas beaucoup aux États-Unis. C'est un peu pour cette raison qu'ils ont décidé d'un blocus technologique, parce que c'est la technologie qui est le nerf de la guerre aujourd'hui. Et donc, ça sera un petit peu difficile, mais ça me paraît effectivement inéluctable. Surtout que les blocus n'ont jamais réellement fonctionné historiquement. Ils ont souvent permis de développer des capacités nationales pour contourner ces blocus. Oui, tout à fait. Alors sur les semi-conducteurs, ça prendra un peu de temps parce que en fait, c'est surtout Taïwan qui en produit. La Chine a du retard dans certains domaines. Mais je me souviens aussi, avant de partir en Chine comme ambassadeur, les chefs d'entreprise que j'allais voir me disaient on transfère de la technologie, mais pas la dernière génération. Et évidemment, les Chinois, qui sont intelligents, travailleurs, ont vite dépassé dans certains domaines. Le TGV chinois est aujourd'hui plus rapide et plus confortable que nos TGV historiques. Et puis, ça sera le cas dans d'autres domaines aussi. Et c'est vrai qu'à partir du moment où il y a un blocus, c'est une économie de substitution qui se met en place.
On parle beaucoup des tensions sur Taïwan, justement, avec parfois une comparaison Chine-Russie, Ukraine-Taïwan. Est-ce que tu penses à cette probabilité d'une annexion par la force, d'une réunification par la force de la Chine? Alors c'est très difficile de le dire parce que le régime de Xi Jinping, et surtout là, à la faveur du 20e congrès, est plus nationaliste que les précédents et il considère que c'est une mission historique. En même temps, les Chinois, ils ont connu un revers qu'on a oublié en 79, qui était une leçon donnée au Vietnam. Ça n'a pas été très conclusif parce que leur armée à l'époque n'était pas du tout aguerrie. Évidemment, les Chinois ont mis l'accent dessus après des périodes qui étaient juste des périodes de rattrapage. Mais maintenant, on dit que chaque année, ils construisent l'équivalent tous les 3 ans ou 4 ans, l'équivalent d'une marine française et que dans certains domaines, ils commencent à dépasser les Américains. Donc ils se donnent en tout cas les moyens. Ça ne veut pas dire qu'ils vont intervenir dans les médias, parce que je crois qu'aujourd'hui les Chinois, quand ils interviennent, ils étudient quand même les cas et ils vont étudier évidemment le cas ukrainien, à la fois en termes de conséquences économiques pour la Russie, mais qui serait pire pour la Chine, puisqu'évidemment elle est très intégrée dans le monde, la réaction des Américains, des Occidentaux. Donc ça ne va pas être un passage à l'acte comme ça. Je ne peux pas dire ce qui se passera. Ce qu'on peut dire aussi, c'est que les Chinois sont des joueurs de Go et pas des joueurs d'échecs comme les Russes, et que leur idée était de récupérer Taïwan, parce que c'est une mission historique, et à la différence de l'Ukraine, c'est pas un pays indépendant pour lequel on peut invoquer l'intégrité territoriale. On souhaite le maintien du statu quo, mais c'est complètement différent. Donc je pense que ce qu'il voulait faire à l'époque, c'était un pays de système, sur le modèle de Hong Kong, mais en donnant beaucoup plus de liberté à Taïwan, y compris une politique étrangère. J'avais eu l'occasion d'en discuter avec le responsable du bureau de Taïwan à Pékin, mais c'était avant l'élection de Tsai Ing-wen et d'une indépendantiste. Et donc l'idée, c'était quelque chose qui, en réalité, n'aurait pas changé grand-chose, mais simplement, formellement, ils considéraient que c'était un retour ou une réunification. Mais ça devient impossible à partir du moment où ils sont intervenus à Hong Kong, ont imposé une loi de sécurité nationale et où Hong Kong a perdu une grande partie de sa liberté. Sur l'Ukraine, on parle beaucoup de l'alliance solide comme le roc entre la Chine et la Russie. Est-ce que les choses ne sont pas un peu plus compliquées que cela? Alors, je crois que le point de départ, c'est un principe bien connu en relations internationales: l'ennemi de mon ennemi est mon ami. Et à partir du moment où les États-Unis considèrent que leur ennemi principal, c'est la Chine, mais qu'ils sont ennemis aussi de la Russie, donc les deux pays se sont considérablement rapprochés. Quand je suis arrivée, un des plus grands spécialistes russes de la Carnegie me disait: entre la Chine et la Russie, c'est pas une alliance, parce que la Chine ne conclut pas d'alliance, puis elle a ce mauvais souvenir de l'alliance sino-soviétique. Ce n'est pas un partenariat, c'est une entente, donc chacun y trouve son intérêt. Aujourd'hui, c'est devenu un partenariat, et c'est devenu un partenariat parce qu'ils ont un ennemi commun. Donc je pense que la Chine est très embarrassée par cette guerre, par cette violence. En plus, elle avait de bonnes relations avec l'Ukraine, mais en même temps, elle ne va pas lâcher Poutine, simplement parce que sur la scène internationale, c'est important d'avoir des soutiens, et on le voit par exemple aux Nations Unies où malgré cette guerre d'agression, la Russie a eu un certain nombre de soutiens de la Chine, mais pas seulement de la Chine. Et donc c'est important pour la Chine de maintenir cela. Parmi tes différentes casquettes, tu as été Madame PESC, la politique étrangère de sécurité commune. Et au moment où la France, ou l'Europe, au moment où l'Europe essaye de mettre en place le système Galileo,
les correspondants américains préviennent qu'ils sont prêts à détruire les satellites européens qui pourraient venir faire concurrence à leur propre système. Ce n'est pas vraiment le cas d'une alliance. Oui, tout à fait. C'était les débuts de la politique étrangère et de sécurité commune et surtout de ce qu'on appelle l'Europe de la défense. Donc à chaque fois que l'Union européenne envisageait une opération, il y avait des réactions un peu négatives des Américains, des Britanniques d'ailleurs à l'époque, qui avaient peur d'un découplage. Et sur Galileo, qui a été un très beau projet, puisque aujourd'hui le système civil est même plus précis que le GPS civil américain. Les Américains, dans la discussion sur le signal sécurisé aussi, avaient dit si vous déployez vos satellites, on les détruira. Toujours à cette période, Javier Solana, l'Espagnol, qui est le responsable au niveau institutionnel de la politique étrangère, veut aller à Sotchi passer un accord avec la Russie. Il en est empêché par les pays de l'Est qui vont devenir les nouveaux membres de l'Union européenne. Oui, donc ça a été un épisode très marquant. C'était en 2004, je crois. En fait, Javier Solana était allé à Sotchi et il avait rencontré Vladimir Poutine pendant 3 heures parce que l'Union européenne était à la recherche d'un mode de relation avec la Russie, d'une stratégie sur la Russie, ce qui ne veut pas dire stratégie des relations d'amitié ou des compromissions, mais il faut bien définir une relation avec ce pays qui a des milliers de kilomètres communs avec les membres de l'Union européenne. Et donc, je me souviens qu'il était arrivé en disant, voilà, j'ai parler avec lui, je vois maintenant ce qu'on peut faire sur la Russie, j'ai des idées. Et à ce moment-là, effectivement, les Polonais, les Baltes ont dit mais c'est hors de question, la Russie est une menace, c'est un pays ennemi, donc il n'est pas question d'avoir des relations. C'est-à-dire que c'était... Le problème, c'est qu'il y a toujours une confusion entre une relation, un modus vivendi avec la Russie et puis une alliance ou des relations d'amitié. Et donc, on n'a jamais pu avoir une véritable relation, une véritable stratégie vis-à-vis de la Russie. Mais aujourd'hui, la France et l'Allemagne sont régulièrement accusées d'avoir justement voulu maintenir de façon excessive une relation avec la Russie. Comment se fait-il qu'à l'époque, elles n'ont pas pu imposer leur volonté aux autres pays de l'Union européenne, puisque normalement la France et l'Allemagne, plus d'autres pays qui étaient sur cette valeur, devaient plus peser que les pays baltes et la Pologne réunis? Oui, mais en politique étrangère, malheureusement d'ailleurs, le vote est un vote à l'unanimité et donc on ne peut rien faire s'il y a des oppositions. C'est la raison pour laquelle, à l'époque, d'ailleurs, moi j'étais favorable au recours à la majorité qualifiée. Qui donnait plus de poids, c'est vrai, aux grands pays, mais même la France y était opposée, craignant d'être isolée. Mais c'est bien dommage. Et puis, en quittant Pékin, tu es nommé à Londres. On te dit, vous allez vous ennuyer, à Londres, il ne se passe pas grand-chose par rapport à la Chine. Et toc, c'est la bombe du Brexit. Oui, absolument, c'est ce que m'ont dit mes interlocuteurs britanniques quand je suis arrivée de Pékin. Et puis évidemment, je ne me suis pas ennuyée. Ça a été d'abord le référendum sur l'indépendance de l'Écosse, qui a quand même suscité un certain nombre de troubles. Et puis le Brexit qui a dominé tout mon séjour et qui a en fait été la révélation des crises de la démocratie représentative. Ça a été suivi ensuite par l'élection de Trump, mais c'est avec le Brexit qu'on a pris conscience de ces problèmes dont on n'est toujours pas sorti, ni au Royaume-Uni, parce qu'on voit encore aujourd'hui les effets du Brexit avec le mandat extrêmement bref de Liz Truss et une nouvelle élection d'un Premier ministre, les difficultés bien sûr économiques, mais même dans le reste du monde, on voit la crise des démocraties. Et puis, direction Moscou, et tu dis que quand tu arrives, tu es frappé par la ville n'est plus la même, tu avais été en poste auparavant, et la ville a complètement changé, un peu en prenant la Coupe du Monde, mais aussi par l'enrichissement de la ville. Oui, moi j'avais le souvenir d'une ville absolument sinistre, grise, pas du tout gaie.
Et je reviens et je vois, bon, non seulement une ville en couleur, mais réellement une des plus belles villes du monde, et qui est une ville très riche d'ailleurs, contrairement au reste du pays. Et sur le plan culturel, la vie était aussi riche qu'à Londres, New York ou Paris, avec évidemment le Bolchoï, les concerts, le théâtre. 4 musées venaient de s'étendre, les plus grands musées, hein, comme la galerie Tretiakov ou les musées du Kremlin ou le Pouchkine. Non, c'était une ville très très agréable à vivre. Et le contraste était évidemment sidérant avec la période que j'avais connue. Tu estimes que Navalny a fait une erreur, que plutôt que de dénoncer la corruption, il aurait mieux fait de dénoncer la militarisation de la société russe. Alors, c'est intéressant, en fait, c'est un Russe, bon, plutôt un opposant et un libéral, qui m'a dit ça après le début de la guerre, que j'ai eu l'occasion de voir, et qui m'a dit, mais au fond, Navalny s'est peut-être trompé, effectivement. Le gros problème, c'est la militarisation. Et il y a eu une militarisation, non seulement bon, le renforcement de l'armée, sauf qu'on s'aperçoit aujourd'hui qu'en dehors des armes hypersoniques dont il était extrêmement fier, ben l'armée n'a pas du tout été modernisée, ce qu'on voit aujourd'hui en Ukraine, à cause de la corruption. Mais c'était la militarisation des esprits qu'on a vu de manière constante. Il y avait à la télévision toute la journée des films sur la Grande Guerre patriotique, puisque c'est le terme de la Deuxième Guerre mondiale, où on parlait d'ailleurs déjà des nazis ukrainiens. Il y a eu ce défilé du 9 mai, qui a été réactivé, et puis le défilé du régiment des Immortels. Ce qui est une très belle idée au départ, c'est de rendre mémoire, enfin c'est le devoir de mémoire par rapport à ceux qui ont, des millions de personnes qui ont perdu la guerre à ce moment-là, et les familles défilent avec un portrait de leurs ancêtres morts pendant cette guerre. Et en fait, ça a été récupéré par le Kremlin, et c'est Vladimir Poutine qui prenait la tête de ce régiment des Immortels. Et moi, à chaque fois que j'allais visiter des écoles, la moindre école, hein, mais y compris des tout petits, mais ils avaient tous un musée militaire avec des armes, des éclats d'obus qui avaient été récupérés. Et tous, sans exception, toutes les écoles que j'ai visitées avaient cela. Donc il y a effectivement cette militarisation un petit peu des esprits. Alors la corruption, bah, oui, elle existe, tout le monde le sait, c'est un gros problème qu'on voit d'ailleurs aujourd'hui, mais elle existe aussi en Ukraine de la même manière. Donc voilà, j'avais trouvé cette réflexion de ce libéral très intéressant là-dessus. Il y a deux interprétations par rapport à la guerre. Certains, Pologne, Pays-Bas, disent dès le départ on n'aurait jamais dû parler avec Poutine, et d'autres disent on n'a pas entendu les avertissements qu'on a lancés. Et Poutine, tu t'as dit à un moment donné dans les rapports que vous ne nous avez pas écoutés, vous allez nous entendre. Oui, alors ça c'était en mars 2018, quelques jours avant son élection, et où effectivement il a fait la démonstration de ses armes hypersoniques, du missile Sarmat. Il y avait une boule de feu sur la Floride. Il y avait une véritable mise en scène, et je crois que ça révèle complètement la frustration de Vladimir Poutine et ce sentiment d'humiliation. Alors souvent les Occidentaux disent mais on l'a pas humilié. Le problème, c'est qu'il a ressenti l'humiliation qui était la perte du rang de la Russie. C'est la raison pour laquelle il a voulu le restaurer. Et voilà, il le fait en homo soviéticus, pour qui les armes comptent beaucoup plus que la croissance économique. Parce qu'il avait des atouts, justement, sur le plan économique, quand même. Il y avait ses réserves considérables, un secteur agricole, d'ailleurs, qui s'est bâti grâce aux sanctions européennes, et avec des réformes structurelles. La Russie, qui est quand même un pays de savants, de scientifiques, aurait pu se développer. Alors, leur problème, c'est qu'ils n'ont pas la démographie chinoise, et c'est ça qui manque aussi pour le développement économique, mais
dans son esprit, je veux dire, c'est un homme qui est un soviétique encore. Tu écris également que lorsqu'il parle des sujets Syrie, tout, etc., il le parle de façon rationnelle, mais dès qu'il abordait la question ukrainienne, cela devenait émotionnel. Oui, complètement, son ton changeait. Il parlait, on a beaucoup parlé de la Syrie, évidemment, à l'époque, ou de beaucoup d'autres sujets, et il était tout à fait posé, calme. Le ton et un peu la gestuelle, enfin, ou son expression changeait à ce moment-là. Il n'a, en réalité, jamais digéré, effectivement, cette indépendance de l'Ukraine, qui pour lui est une véritable amputation. Et c'est vrai que quand on lit La mort de l'homme rouge d'Alexievitch, prix Nobel, elle dit souvent, c'était une série d'interviews, les gens disaient mais on était un grand pays. Et donc il y a cette forme de nostalgie et qu'il a fortiori dans la mesure où il était un homme des services. Et donc c'est quelque chose qu'il n'a jamais digéré. Et je pense que en réalité, comme le Covid a arrêté toute activité internationale ou tout échange intellectuel, puisqu'il s'est enfermé, donc il a ressassé tout ça. C'est-à-dire que, bon, de toute façon, il le pensait très fortement, mais je pense qu'il n'aurait pas eu l'occasion, en réalité, de faire cette guerre. Bon, maintenant, l'histoire, c'est l'histoire, c'est arrivé. Il y a quand même, parce que tu dirigeais le groupe de Minsk, le groupe de contact qui devait mettre en place ces accords, et tu dis qu'il y avait une sorte de réunion de la dernière chance, avec un début d'accord entre Poutine et Zelensky, alors que Poutine, pendant très longtemps, ne voulait même pas parler à Zelensky, et que Poutine était furieux parce que Zelensky n'avait pas finalement mis en œuvre ce qu'il s'était dit à Berlin. Oui, en fait, donc c'était à la rencontre de Brégançon, à l'invitation en août 2019 du président de la République, que l'idée d'un sommet justement avec Zelensky avait été évoquée. Il a eu lieu en décembre 2019, a permis des échanges de prisonniers, un certain nombre d'accords. Il y a eu un accord sur le gaz d'ailleurs à cette occasion-là. Mais simplement, il y avait un texte qui avait été préparé par les conseillers de Poutine et de Zelensky. Il y avait un accord et quand Zelensky est arrivé, il a remis cet accord en cause et il a fallu tout renégocier. Et en fait, effectivement, Poutine a eu l'impression d'avoir été piégé par cela. La difficulté pour les Ukrainiens, c'est que l'accord de Minsk est totalement refusé par les nationalistes ukrainiens dans la mesure où ils considèrent que c'est un accord de capitulation, c'est-à-dire que en 2014 et en 2015, ça avait été une déroute militaire pour l'Ukraine. Et donc cet accord était plutôt favorable aux Russes et les Ukrainiens avaient peur d'un Donbass avec une large autonomie et qui aurait déstabilisé l'Ukraine. C'est un accord, oui, impossible en réalité à mettre en œuvre. On s'en est peut-être rendu compte trop tard. Et en tout cas, quand le président de la République est allé à Moscou début février, justement pour parler des accords de Minsk et de ce qui pouvait être fait pour lui redonner vie, bah, c'était trop tard parce que de toute façon, Poutine avait déjà pris sa décision. Merci Sylvie Berman. Je conseille à chacun d'aller lire ce livre, Madame l'ambassadeur, de Pékin à Moscou, en passant par New York, en passant par Londres, une vie de diplomate et comment j'ai vu le monde changer. Merci Sylvie. Merci Pascal.